point P de la surface là, la surface qui se trouve sur ce plan tangent-là. Lorsqu'on voit la surface, le point P de la surface depuis ce point de vue, donc dans la direction oméga O, eh bien en fait, quand il s'agit d'un miroir parfait, la BRDF, ça consiste à prendre toute la lumière qui vient d'ici, c'est-à-dire dans le vecteur de réflexion parfait par rapport à la normale, et d'ignorer toute la lumière qui viendrait d'autres directions. Si vous réfléchissez une minute, ça correspond bien à la définition qu'on se fait du miroir parfait. D'accord? En ce sens que si je pointe un laser depuis la direction oméga i et que vous êtes pile en face par rapport à la normale, vous vous prenez le laser dans la figure. Inversement, si je suis sur le côté, c'est-à-dire si je ne me mets pas exactement sur la direction oméga i, mais légèrement à côté, eh bien, alors évidemment, dans une telle situation, la direction opposée, elle est toujours symétrique par rapport à la normale, d'accord? Mais là, dans ce cas-là, vous voyez que la lumière qui pourrait venir depuis le côté, en fait, ne va pas être vue par mon point de vue. C'est-à-dire que si je mets un autre laser ici d'une autre couleur, évidemment, il va rebondir, il va aller dans une autre direction, mais il ne va pas atteindre mon œil. D'accord? C'est ça que je voulais dire. Ça revient un petit peu au même. Donc, la seule direction qui importe pour vous quand la surface est un miroir parfait, la seule lumière que vous pouvez recevoir, c'est bel et bien la lumière qui se trouve symétrique par rapport à la normale. Le matériau parfaitement diffus, donc ce que je vous disais, c'est que c'est extrêmement difficile à faire dans la vraie vie. C'est un matériau où, en fait, si c'est parfaitement diffus, ça arrive sur la surface, c'est uniformément éclaté partout autour de la surface. Et vu que c'est uniformément éclaté, il y a une constante qui arrive finalement ici. D'accord? Ça se résume à une constante. Donc, vous verrez du code, et vous coderez vous-même, j'espère. J'espère, c'est-à-dire j'en suis persuadé. Vous allez coder des BRDF constantes. Ce qui, vous en convenez, est extrêmement simple, puisque ça consiste à faire une fonction d'une ligne qui consiste à renvoyer une constante. Et évidemment, vous avez des surfaces qui sont un mélange de diffus et de spéculaire. Et donc, c'est là où je vous avais mis l'accent sur ces deux adjectifs qui sont totalement, qui n'existent pas dans la nature. C'est juste des qualificatifs pour dire que, grosso modo, une surface se comporte à peu près comme un miroir. Donc, un miroir, c'est spéculaire. Hein. Spéculaire, ça veut dire quand ça concentre la lumière vers une direction ou plutôt vers une direction. C'est ça qu'on appelle spéculaire. Et forcément, parfaitement spéculaire, ça veut dire que la lumière est parfaitement concentrée vers une direction. Parfaitement diffuse, c'est-à-dire que la lumière arrive et elle est parfaitement éclatée autour de l'hémisphère. D'accord? Ou alors, comme on le verra plus tard, pour du vert en dessous. Donc, en fait, la plupart des surfaces ont un comportement, la plupart des matériaux ont un comportement relativement à l'éclairage qui est diffus et spéculaire. Il y a un peu des deux. Donc là, c'est une sphère parfaitement spéculaire. Là, c'est parfaitement diffus. Et évidemment, on peut faire un certain nombre de variations entre les deux. Donc souvent, on parle beaucoup de lobe spéculaire parce qu'il y a un phénomène de lobe qui se crée. D'accord? Parce que le côté où, enfin, l'endroit où la lumière est concentrée, c'est-à-dire l'endroit où il y a un peu de spécularité, on le voit généralement. D'accord? Et là, cet endroit, c'est ici. Vous voyez, il y a quelque chose, quoi. On arrive toujours à le voir même quand il y en a un petit peu. On appelle ça un lobe spéculaire. Auparavant, les interfaces graphiques, les API graphiques comme OpenGL ou DirectX proposaient non pas des shaders, mais des fonctions ad hoc pour exprimer l'éclairage des matériaux sous forme de comportements diffus et spéculaires combinés. Il y avait trois choses. Il y avait ambiant, diffus et spéculaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous pouvez toujours utiliser les API historiques d'OpenGL. Vous pouvez toujours utiliser les API historiques de DirectX, mais
évidemment, c'est plus trop la mode. Aujourd'hui, la plupart des matériaux qui sont utilisés dans la vraie vie sont codés avec le modèle qu'on appelle microfacette, qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Donc, je vous disais, un Phong n'est plus du tout utilisé, hein, pour plein de raisons, en fait. Plein d'autres matériaux sont plus du tout utilisés. Et en fait, on a toujours recours pratiquement au modèle microfacette. Donc, en fait, cette distinction historique, voilà, n'est plus d'actualité, hein, on ne l'utilise plus. Par contre, c'est des adjectifs français qui n'ont rien à voir avec de l'informatique pour qualifier des matériaux. On peut dire tel matériau est plutôt diffus et tel matériau est plutôt spéculaire. Ça n'a absolument rien de technique et d'informatique. Alors, là, on va commencer à rentrer dans les choses un peu plus sérieuses. Au niveau, je dirais, plus sérieuse au niveau, comment dire, regardons ce qui se passe au niveau de, enfin, sur des matériaux qu'on va rencontrer dans la vraie vie. On va y venir. Hein. On va y venir. Alors, on va étudier d'abord ce phénomène de matériaux parfaitement diffus. D'accord? Donc, un matériau parfaitement diffus, alors là, écoutez-moi bien parce que c'est très important. Il y a même un risque, il est faible, mais il existe quand même. Il y a un risque que vous fassiez votre code mal. Genre mal avec un grand M, c'est-à-dire d'une manière telle que vous montreriez que vous n'avez pas compris. Ce qui est très grave, forcément, puisque ça voudrait dire que le côté scientifique de la chose, vous n'avez pas compris. Ça peut arriver, par exemple, en recopiant un bout de code qui est mauvais aussi, ça arrive. Puisqu'il y a d'autres gens sur Internet qui ont mal compris. Et en fait, moi, il y a certaines choses que j'avais mal compris il y a quelques années, quand je n'étais pas encore dans le familier avec l'univers de l'éclairage. Et il faut faire attention quand même parce que ça peut aller très loin. Donc, il faut bien comprendre que voilà, chaque chose est à sa place. Donc, ce que je veux que vous regardiez, c'est le vase, puisqu'il s'agit d'un vase en fait. Hein. Ça, c'est un papier historique, on va y revenir plusieurs fois. Hein. C'est un vase et il est éclairé ici avec le modèle de Lambert. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle de Lambert? Le modèle de Lambert, c'est le modèle parfaitement diffus. Pas compliqué. C'est un modèle que vous voyez généralement conjointement avec Phong. Souvent, hein, on présente les choses de manière extrêmement simple, sans rentrer dans les détails, en expliquant mal, en découpant mal le problème. On vous dit que c'est un matériau qui est qui est parfaitement mat. Donc, parfaitement mat, ça signifie grosso modo parfaitement diffus. On est d'accord. Mat, diffus, c'est la même chose. Mat et diffus. C'est exactement pareil. Donc, un matériau qui est parfaitement diffus, il reçoit de la lumière et il éclate la lumière, tant et si bien que si on prend une direction unitaire, aussi infime soit-il, il y a une constante derrière. On reçoit une fraction de la lumière dans une direction. Dans une direction donnée, il y a une quantité faible, mais précise, de la lumière qui est émise. Et la somme de toutes les directions rouges est égale à la direction noire. Donc, intuitivement, on sait que ça fait du diffus, parfait. On sait que ça fait du mat. Et on sait aussi que un vase en terre cuite ou quelque chose comme ça, c'est parfaitement diffus, parfaitement mat. Hein, on pourrait faire des expériences physiques avec des lumières, etc. Il est évident que tout est à sa place. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a dit, c'est parfaitement exact. Alors, le modèle de Lambert, effectivement, c'est BRDF égale constante. Ce qui veut dire que cette fonction filtre, elle est sans surprise et qu'il y aura toujours la même quantité de lumière. Donc, à vue de nez, cette seule BRDF, si l'éclairage était réduit à cette BRDF, ce qui n'est évidemment pas le cas, on aurait une lumière constante. Si on balance du blanc, eh bien, quelle que soit la situation dans laquelle on voit notre vase, ça ferait du blanc parfait. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment,
on sait très bien que l'éclairage ne se résume pas à la BRDF, puisqu'il s'agit de l'intégrale qui est ici. L'éclairage, c'est l'intégrale qui est ici. Et on sait que dans cette intégrale, il y a le cosinus de l'angle. D'accord? Et là, je vous avais parlé d'une vidéo. Et dans cette vidéo, il y avait, vous vous souvenez, quelqu'un qui était dans une pièce noire et qui essayait de nous montrer que quand il incline un carton blanc, en fait, plus il incline le carton, plus l'inclinaison du carton fait que le carton est affiché en noir au bout d'un moment. Et ça, je vous ai dit que vous savez que c'est la règle de le cosinus qui est là, où finalement, la quantité de lumière sur la surface est pondérée par l'angle, forcément. Hein. La quantité de lumière par unité de surface sur le carton est conditionnée par l'angle. Ça, on a vu, c'est relativement intuitif. Et c'est le schéma que j'ai répété ici. D'accord? J'ai répété ce schéma ici. Et effectivement, plus j'incline, plus il y a une quantité de lumière sur une section donnée du carton. Donc, on pourrait prendre tous les pixels qui constituent l'écran de la vidéo que vous avez vue sur YouTube la semaine dernière et que forcément, le carton, il s'assombrit. Donc, au vu de toutes ces considérations, il est parfaitement normal que, bien que la BRDF de Lambert, qui soit du mat parfait, soit constante, avec les inclinaisons sur le côté, forcément, ça tend vers le noir. Jusque-là, tout va bien. Vous êtes d'accord? Tout se tient et tout va bien dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est que le mat parfait, et on arrive à faire des maths quand même assez bien, hein, des maths assez beaux. Hein, on peut se donner beaucoup de mal à faire une terre cuite qui est vraiment diffuse avec plein de petits granules, etc. En fait, le mat parfait, plus on se donne du mal pour en faire un parfait, plus ça fait pas ça. Ça fait ça. Donc, il y a forcément quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, avec notre mat parfait, on est en 2021. Hein, vous êtes d'accord, vous êtes en 2021 maintenant. Vous voulez travailler pour des sociétés graphiques, hein, des films d'animation. Vous avez vu que le lancer de rayon, on pourrait parler de la rastérisation aussi, mais vous avez vu que le lancer de rayon, finalement, c'est un rayon qu'on lance sur un triangle, sur une surface, et qu'au bout de quelques heures de cours, c'est plié. Et donc, forcément, là, vous vous dites, OK, donc il va falloir maîtriser ça. Je vous le confirme, il faut le maîtriser. D'accord? Il faut maîtriser ça parce que sinon, forcément, vous arriveriez, si j'ose dire, à poil sur le marché du travail. Donc, en fait, là, dans ce cours-là, on va étudier ça parce que vous allez arriver dans une entreprise qui va vous dire, on aimerait bien avoir du plastique ou alors on aimerait bien avoir de la terre cuite et s'il te plaît, ne nous balance pas du Lambert à la figure parce qu'on sait très bien que toi et moi, on sait très bien que le Lambert ne marche pas. Alors, la question, c'est évidemment, pourquoi ça ne marche pas? Parce que là, on est vraiment devant la réalité. Hein, on est en train de produire un film, on fait des jolis dessins, on fait tourner le moteur de rendu, et puis il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, écoutez, vos jouets dans le dessin animé, désolé, mais c'est pas du tout réaliste, quoi. On voit très bien que c'est artificiel. Donc, comment on fait? Donc ça, c'était le cas dans les années 90. Imaginez ce que ça donne dans les années 2020. Alors, déjà, ce qu'on sait, c'est que à ce stade, on essaie de résumer un peu les choses, hein, puisque on voudrait bien comprendre là où on a des petits problèmes avec la représentation des choses. Déjà, on a vu qu'il y a deux adjectifs, diffus spéculaire, et on voit qu'il y a des API historiques qui expriment les matériaux sous forme de combinaison des deux choses. Alors déjà, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, quand il y a diffus et spéculaire, si jamais on commence à diviser les choses en deux, déjà dans ma petite tête d'informaticien, il y a un petit problème quelque part. Moi, l'une des premières choses où je me suis posé des questions quand je suis arrivé dans le monde de l'éclairage, c'était en 2015. Avant, j'en avais jamais fait. Hein. J'ai dû encadrer une thèse là-dessus, trouver un sujet et faire des belles publications. Donc, au début, je me suis dit, c'est pas possible. Ça doit être possible de ramener la chose à quelque chose d'embryonnaire. D'accord? On va voir qu'en fait, oui, c'est possible. Si on se donne un peu de mal, c'est possible. Et
on peut oublier d'un point de vue code déjà toutes les considérations diffus spéculaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu là les 5 dernières minutes? On a vu que Lambert, le modèle de maths qu'on connaît, c'est nul. Soyons clairs, c'est nul parce que moi, j'ai ça dans un dessin animé. Je suis désolé, j'ai un mot en 2021. Je trouve ça nul. C'est pas une question de lumière. C'est pas une question qu'il n'y a pas de lumière sur les côtés. C'est que c'est tout simplement faux. Ça ne marche pas. Donc, il faut comprendre pourquoi Lambert ne marche pas et il va falloir y remédier dardard. Donc, en fait, Lambert, ce qui se passe, c'est qu'il ne prend pas en compte la surface telle qu'elle existe dans la réalité. Il part d'un modèle mathématique où en fait la lumière elle est éclatée. Alors c'est un modèle, c'est vrai qu'on observe. C'est vrai que si je vous donne des rayons laser sur des surfaces de type maths, terre cuite, etc., si on s'amuse une demi-journée, vous et moi, à faire des simulations avec des lasers, etc., il est évident que la lumière elle est bel et bien éclatée. C'est vrai ce qui se passe. C'est pas ce qu'on a dit avant qui est faux. C'est que simplement, eh bien, on a réduit les choses à une représentation simple et que malheureusement pour nous, les choses ne sont pas aussi simples dans la vraie vie et que au niveau visuel, on est bien obligé de comprendre le fait qu'on va devoir faire intervenir d'autres notions. C'est ça que ça veut dire. On n'a pas assez de cartes dans les mains, il faut faire intervenir d'autres notions. Donc, si on fait comme ce papier d'Oren Nayar, si on se donne beaucoup de mal à faire une simulation informatique, si on se donne beaucoup de mal à créer un vase, mais littéralement avec nos mains en terre cuite, etc., si on le met, ce vase, dans une pièce, etc., avec une lumière au-dessus, machin, enfin, si on se donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, et si on essaie de comprendre ce qui se passe, déjà, on verra que le vase, il ressemble à ça. Donc, on est effectivement très loin de Lambert. Et effectivement, là, ça va tout de suite mieux dans un jeu vidéo ou dans un film. Malheureusement, voilà, on voit que ça s'annonce quand même comme quelque chose de plus compliqué. Et voilà. Et donc, Oren Nayar, eux, ils ont fait ça et ils ont dit, on va trouver un modèle qui permet de reproduire ça. Alors, pourquoi je vous parle du modèle Oren Nayar? J'aurais pu vous parler d'autres modèles. Alors, Oren Nayar, c'est un classique. C'est pas un papier de référence, vraiment. C'est un papier, parmi d'autres. Ce qui est bien avec Oren Nayar, et ce qui dévie sensiblement de Lambert et de Fong, que Fong, c'est vraiment le champion du monde pour ça, c'est que c'est un modèle qui ne se veut pas empirique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Fong, ils ont fait leur modèle il y a très longtemps, ils ont imaginé une représentation mathématique de l'éclairage en fonction de la normale, le vecteur lumière, c'est-à-dire le vecteur oméga i et le vecteur caméra, V, souvent, le vecteur oméga O, et ils se sont dit, bon, on a déterminé que, voilà, ça se passe comme ça. Alors, déjà, j'aimerais bien vous dire quelque chose, je vais revenir en arrière. Je vous signale que Fong, dans bien des situations, quand vous regardez les pages Internet sur Fong, non seulement ça mélange la BRDF, mais en plus, ça noie dedans le cosinus θ. Souvenez-vous bien, certaines formules mathématiques plongent en fait tout ça dans la même formule. Grave erreur, très grave erreur, puisque on voit des étudiants qui essayent d'implémenter la BRDF de Fong et qui noient le terme cosinus alpha dans la BRDF et qui plombent gravement en fait le code de leur moteur, de lancer de rayon, et donc qui montrent qu'ils n'ont pas compris. C'est pour ça que je vous disais, attention, le cosinus θ, c'est une loi qui est là, c'est une loi qui est indépendante de la BRDF, elle n'est pas dépendante, c'est une loi physique qui est indépendante, que vous pouvez mesurer. Je vous avais dit, vous mettez un laser ou une lampe torche là vous vous brûlez là-bas. Là, vous vous brûlez parce qu'il y a une certaine température qui est valable en un point. Là, ce n'est pas le cas. La température elle est inférieure. Donc, tout ça, c'est des règles qui sont valables. D'accord? C'est des règles qui sont valables. Donc, Fong, là, ça mélange tout ça. Lambert, on voit que c'est une constante, c'est bien posé. Voilà. Oren Nayar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défini un modèle sur des bases propres
un peu comme Phong, sauf que eux, ils se sont dit, on va essayer de trouver un modèle de surface qui prend en compte une certaine rugosité. Ils ont compris que c'était une affaire de rugosité. En fait, ils se sont dit, ce qu'on voudrait faire, c'est reproduire avec une formule le fait que en fait, la surface est constituée de petits trucs, de petits bidules. Alors, bon, on va voir maintenant comment ils font. D'accord? On va pas voir en détail, mais on va regarder intuitivement comment ils font. Alors, pourquoi Lambert, ça ne marchait pas? Lambert, ça ne marchait pas parce qu'en fait, ils n'ont pas pris en compte le fait qu'il y a des petites bosses en fait sur la surface. Et en fait, la surface, elle réfléchit la lumière. Alors attention, là, écoutez-moi bien parce que c'est critique pour votre compréhension. La surface, en fait, il y a des fois, elle réfléchit plein de lumière parce que les normales sur la surface, en fait, ça crée une situation où il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies. En fait, là, la surface, la normale, qu'on appelle la normale géométrique, elle est vers l'extérieur, là. Mais en fait, les normales microscopiques, en fait, vont bien vers l'œil. D'accord? Donc, au final, on voit beaucoup de lumière. Et vu qu'on voit beaucoup de lumière à des angles rasants, vous voyez, c'est un angle rasant, là. Grazing, en anglais, c'est angle rasant. C'est normal que sur le côté, on voit plus de lumière qu'avec le modèle de Lambert. D'accord? Donc ça, l'intuition derrière tout ça, de prendre en compte la rugosité et ce phénomène, on doit ça notamment, mais pas que, à Oren Nayar, qui sont les deux auteurs d'un papier. Donc intuitivement, on sait qu'il se passe quelque chose comme ça grâce à Oren et Nayar. D'accord? Alors, maintenant, je vais parler d'Oren Nayar. Oren Nayar, et ensuite, j'en parlerai plus. Oren Nayar, ce qu'ils se sont dit, OK, ils se sont dit, en fait, on va réduire la surface à un ensemble de petites cavités. En fait, ils ont modélisé des petits trous comme ça. Ils en ont modélisé des milliers. Et ils ont comparé leur rendu avec le vrai rendu tel qu'il existe en photo. D'accord? Si vous préférez, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui préfèrent quand on parle comme ça, ils ont comparé le rendu qu'ils obtenaient avec leur modèle à un modèle de vase avec 1 milliard de triangles qui correspondent avec à toutes les microgravités et une simulation de rayons sur ces milliards de triangles pendant des mois. Et ils ont constaté qu'effectivement, ils obtenaient le même rendu. Peut-être que ça passe mieux pour certains d'entre vous. D'accord? En gros, ils ont déterminé qu'ils avaient raison. Donc, eux, ils ont proposé un modèle de matériaux qui modélise à la base, alors après, il y a plein de maths derrière, mais qui modélise à la base la surface sous forme de cavités qui sont en forme de V, en l'occurrence, pour eux. Et le fait que ça soit en forme de V, en fait, c'est très bien vu de leur part parce que c'est un truc qui est très intelligent. Alors, on reviendra peut-être dessus après, mais voilà, c'est très intelligent de faire comme ça. Alors, nous, on ne va pas partir du modèle d'Oren Nayar, qui n'est pas le plus populaire. On va partir d'un modèle qui est basé sur des facettes. Intuitivement, alors, je reviens sur cette diapo. Oren Nayar, en fait, c'est exactement comme le modèle que je viens de vous présenter, mais pas de bol. Oren Nayar, ils ont décidé d'avoir une intuition qui consistait à dire que tous les petits bidules qui sont là, vous voyez les petits bidules là, eh ben, c'est des bouts de surface qui sont, accrochez-vous bien, parfaitement diffus. Et donc, ils sont arrivés à un modèle où chaque bout là, c'est des trucs parfaitement diffus. Il faut quand même le faire. Ils ont considéré que le morceau le plus embryonnaire d'une surface, qui finit dans des équations de maths à la fin, est un modèle où la lumière est reçue et est éclatée dans toutes les directions. Forcément, le modèle mathématique qu'ils ont à partir de ça est horrible. D'accord? Mais ils ont de la chance. Il est tellement horrible qu'il se simplifie. Et c'est une surprise, il se simplifie assez bien. Et donc, du coup, ils ont établi un modèle qui peut être calculé en temps raisonnable et tout le monde est content. Nous, on va partir du même
constat que la surface, elle est fabriquée de petites bouts, c'est tout. Mais on va considérer que, en fait, une surface, c'est une série de morceaux parfaitement spéculaires. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que une surface, c'est microscopiquement quelque chose qui se réduit à des millions et des millions et des millions de petits miroirs. Intuitivement, c'est rassurant parce que ça veut dire que, alors là, je vais pousser le bouchon très loin exprès, même si c'est pas fait, si c'est pas vrai dans la vraie vie, on n'est pas très loin. On pourrait se dire que c'est pas des milliards de petits micro-miroirs, c'est des milliards de milliards de milliards, et qu'en fait, la surface se réduit à un rebond entre des photons et des atomes. Et finalement, si on cherche assez loin et si on pousse assez loin, on pourrait se dire que ça va forcément se réduire à un moment à quelque chose de parfaitement spéculaire. Vous aimez bien les choses simples comme moi en informatique et qu'on peut se dire que forcément, on va forcément trouver une particule où la lumière, elle rebondit de manière unitaire. Ça doit forcément exister, vous voyez. Si ça existe ou pas, c'est pas très important, mais on va se donner les moyens et on va considérer que ça existe avec un modèle microfacette où chaque morceau de la surface est parfaitement spéculaire. Après tout, Oren Dayar ont dit que c'était parfaitement diffus, ce qui n'est pas totalement exact, parce que parfaitement diffus, eux, ils ont dit que c'était parfaitement diffus. Donc, on peut très bien dire que nous, on a le droit de dire que c'est parfaitement spéculaire. Donc là, je vous ai mis une centrale solaire pour vous dire que, voilà, on imagine un système qui est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Imaginez, maintenant, je reviens à cette définition de microfacette. On pourrait dire que si sur cette centrale solaire, on met tous les miroirs à plat, on obtient un miroir parfait, donc quelque chose de parfaitement spéculaire. Hein, imaginez, là, je prends tous les miroirs de cette centrale solaire, je les mets tous à plat, parallèles au sol. Forcément, j'obtiens un miroir parfait. Si toutes les facettes, elles sont approximativement plates, j'ai fait exprès de ne pas faire du plat parfait, je vais obtenir quelque chose de globalement spéculaire. Donc, qu'est-ce que ça va être globalement spéculaire? Vous vous souvenez de la boule que j'ai montrée là sur la place de Venise, là? On voit une espèce de… C'est Barcelone, je crois. Je ne sais plus si c'est Venise ou Barcelone, ou Rome. C'est une de ces trois villes. On voit une boule avec un reflet et eh bien, quelque chose de globalement spéculaire, c'est, on voit bien le monument là sur la sphère et il y a une espèce de lobe à un endroit parce que effectivement, vous voyez, les choses sont pratiquement parfaites, mais pas complètement. Hein, c'est un miroir qui est légèrement dépoli. Un miroir qui aurait été légèrement mal fabriqué. Hein, c'est toujours le cas d'ailleurs. Je citais l'exemple de Hubble il y a quelques semaines pour vous dire que voilà, Hubble, c'est l'un des rares miroirs où on s'est donné vraiment un mal de fou pour créer quelque chose de parfaitement lisse. Quelque chose de principalement diffus, bah, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la vraie vie. Hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, un vieux bout de fer. Un vieux bout de fer, vraiment très très sale et très vieux, bah, c'est principalement diffus, puisque le métal il est tellement abîmé que bah, on ne se voit plus dedans. Quoi. C'est la même chose pour du plastique. Hein. Le plastique, si vraiment je le frotte comme un dingue avec ma manche, je vais me voir dedans. Hein. Forcément, si je l'aplatis, je vais me voir dedans. Mais inversement, si j'achète un bout de plastique, je ne vais pas me voir dedans parce qu'il est tellement diffus. Hein, si je le regarde au microscope, il y a tellement d'aspérité à sa surface que c'est quelque chose d'extrêmement diffus. Parfaitement diffus, j'ai fabriqué une machine extrêmement intelligente qui me permet de créer des petites cavités sur une surface de plastique parfaitement plate. Et en fait, j'ai créé un truc tellement intelligent que à chaque fois que j'envoie de la lumière, c'est éclaté dans toutes les directions. C'est quasiment impossible. D'accord? Je ne sais pas faire une machine comme ça, encore moins que le miroir parfait Hubble, qui d'ailleurs n'est pas si parfait que ça. Donc finalement, on se dit que, à vue de nez, si jamais j'arrive à avoir un modèle qui est fait comme ça, j'arriverai à représenter la plupart des matériaux. Donc intuitivement, là, mon intuition me sert, elle me dit, OK, je vais pousser cette idée parce qu'elle semble sympa.
Donc finalement, rappelez-vous, hein, on voit, alors attention, là c'est important, hein. Ça c'est pareil, hein, si ça c'est mal compris, c'est catastrophique parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent. Donc il faut bien comprendre ce concept-là. Vous voyez une surface. Quand vous regardez une surface, vous regardez un pixel. Même si pour l'instant vous vous êtes réduit à un rayon, vous allez voir, vous allez avoir, je vais apporter d'autres eaux à ce moulin bientôt, de plus en plus. Même si vous avez des rayons qui sont juste un trait, hein, dans l'espace, juste avec une coordonnée en un point, je vous ai dit, il n'y a pas d'échappatoire, vous devez éclairer des pixels et ça va nous suivre jusqu'au bout. D'accord? Là, ce qu'on pourrait dire, c'est que, vous vous souvenez, hein, j'ai introduit le concept de différentiel de rayon. Ça a été très très loin. Vous avez dû être surpris d'ailleurs, vous avez dû vous dire, merde alors, on ne traite pas de rayon unitaire, on commence tout de suite à nous parler de différentiel. Super mauvaise nouvelle. D'accord? Donc là, on pousse dans cette idée et finalement, la zone qu'on voit ici, c'est la zone qu'on voit ici, par exemple. Vous êtes d'accord? Il est tout à fait possible que vous fassiez le rendu de toute cette horreur et que votre pixel voit exactement cette zone-là. Donc, c'est bien l'éclairage de cette zone-là que vous allez faire. Il est évident que la lumière qui est ici et la lumière qui est ici n'est pas la même. Donc, il va falloir faire attention. Et je vous ai dit une autre chose qui est très importante, c'est que je vous ai dit dans une image, si vous vous donnez les moyens de déterminer, mais alors vraiment bien, hein, la couleur de chaque pixel, même quand vous êtes à un niveau de zoom qui est incroyablement faible, quand vous êtes très loin d'un objet, votre image, elle sera vraiment sympa. Et c'est vrai, même à très faible niveau de zoom, si vous éclairez bien les choses et si vous prenez bien en compte les choses dans un pixel, l'image que vous aurez, elle sera incroyablement bonne. Hein, vous n'avez qu'à voir, vous prenez votre portrait, vous prenez Photoshop, vous prenez un filtre vous réduisez la taille de votre portrait, hein, même à 32 pixels. Je peux vous dire qu'à une certaine distance, vous le voyez toujours très bien. C'est parce que le filtre de Photoshop, hein, il utilise des méthodes de filtrage comme 5 ou Lanczos, et forcément, le filtrage qu'il fait pour chaque pixel est extrêmement bon. D'accord? Il fait la moyenne en fait de tous les pixels, plus des choses assez astucieuses qu'on pourrait étudier. Et je vous en passe, c'est des meilleurs. Souvent, quand on prend en compte ce qui se passe à l'intérieur d'un pixel, on considère que c'est du filtrage, ça s'appelle. Vous voyez ça souvent dans l'état de l'art. La BRDF, c'est une forme de filtrage. L'éclairage est une forme de filtrage, puisque l'éclairage consiste à déterminer tout ce qui se passe dans un pixel. Le filtrage, ça englobe tout, hein. Ça englobe l'éclairage, la géométrie et tout ce que vous pourriez imaginer. Mais c'est du filtrage. Là, ici, c'est du filtrage. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait faire pour éclairer correctement ce pixel? D'accord? Eh bien, on sait très bien qu'il faudrait passer au crible tous les miroirs. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait avoir une boucle. On pourrait avoir une boucle sur tous les miroirs. Je vous rappelle qu'on peut avoir une boucle puisque on a l'empreinte de pixels. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une empreinte de pixels avec deux vecteurs dx et dy sur la surface. Et je vous ai dit que cette empreinte de pixels, finalement, pour un pixel, ça faisait une espèce de parallélogramme sur la surface. Ça fait un parallélogramme sur la surface. Si vous avez eu la bonne idée de réduire la surface à un plan localement, ce que vous avez fait, puisque vous l'avez fait avec la normale. Donc, avec la normale et les vecteurs dx et dy du différentiel de rayon, vous avez réduit la surface à un parallélogramme sur un plan. Donc, vous pourriez très bien, alors là, ce n'est pas un parallélogramme, mais c'est un rectangle, hein, vous avez compris, hein, ce n'est pas grave. Vous pourriez très bien isoler dans ce parallélogramme chacun des petits micro-miroirs à coup de boucles bourrin et de tests géométriques bourrins, hein, littéralement, avec des intersections et tout, vous vous donnez les moyens. Vous pourriez très bien regarder tous les micro-miroirs, les regarder un par un, les isoler, calculer l'éclairage et envoyer la moyenne. Et si vous faites ça, vous aurez une image qui est parfaite. Ça, je vous le dis. L'image que vous aurez, elle sera parfaite. Alors, elle ne sera pas aussi parfaite qu'on voudrait le voir, mais je peux vous dire déjà, elle aura une fière allure. On verra pourquoi après elle ne sera pas parfaite. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on réduit la définition de la surface à des micro-miroirs. D'accord?
Donc, je voudrais résumer avec vous une approche possible. Imaginez, vous êtes à la tête d'un studio de jeux vidéo ou de films. Il y a un artiste qui vient vous voir. L'artiste, il déteste l'informatique. L'artiste, il dit, bon, écoutez, j'ai vu un super plastique là dans un magasin avec des super jouets. Je voudrais qu'on fasse les jouets dans le jeu ou dans le film exactement avec ce plastique. Donc, j'ai acheté une figurine, je l'ai avec moi dans ma poche, je vous la donne et je ne veux pas le savoir, vous me faites un film exactement avec ce plastique. Donc, vous vous dites, ouais, ok, on va faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec un microscope euh, ce plastique, je vais obtenir une espèce de microgéométrie, une horreur. Hein. Ensuite, je vais réduire cette microgéométrie à une collection de micro-miroirs inclinés. Alors attention, déjà, ce n'est pas anodin hein, comme opération. Là, les trous, ils sont assez profonds parfois. Hein. Là, j'ai réduit ça à quelque chose de plat et avec une inclinaison. On est d'accord? Déjà, j'ai réduit la surface à un ensemble de pivots là et des miroirs qui sont orientés avec un certain angle sur ces pivots. C'est quelque chose d'appauvri par rapport à ça. Il y a d'autres choses aussi, hein, parce que les micro-miroirs, il n'y a rien qui les relie entre eux. Hein. Il y a des trous entre les micro-miroirs. Vous voyez, intuitivement, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. J'ai réduit ma surface à un ensemble de micro-miroirs et ensuite, je vais faire la moyenne. D'accord? Donc déjà là, si vous parlez à l'artiste, vous montrez à l'artiste que, OK, vous n'avez pas pris en compte toute la microgéométrie, vous voyez, vous pouvez lui expliquer, mais vous pouvez lui dire, vous voyez quand même, je me suis donné du mal pour vous. On est d'accord? Est-ce que ça va marcher? Je vous l'ai dit avant, oui, ça va marcher. Tout de suite, je vous ai dit, vous vous souvenez, là, il y a une minute, je vous ai dit, oui, déjà, je crois que j'étais à cette diapo-là, je vous ai dit, si on fait tout ça, on fait la somme, on regarde l'angle de chaque micro-miroir, on calcule l'éclairage spéculaire, c'est ça que j'ai dit, hein, on calcule l'éclairage avec la formule du miroir, on fait la moyenne de tout ça, est-ce qu'on va obtenir un truc? Je vous ai dit, ouais, c'est pas mal. Effectivement, c'est pas mal. Je vous le dis, hein, déjà, c'est bien. Déjà, c'est beaucoup mieux que Lambert et tout ce qu'on pourrait avoir. D'accord? Alors, vous vous souvenez de Lambert? Lambert, ça ne marchait pas parce que Lambert, il ne prenait pas ça en compte. Nous, on prend en compte, On prend en compte ça parce que là, c'est ce qu'on a fait, là, mine de rien. Hein. Là, les micro-miroirs qui sont correctement inclinés, là, on les prend en compte. Déjà, on est vachement content. Hein. Et ça marche déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand vous regardez le résultat à l'écran et vous comparez à Lambert, vous dites ah déjà là c'est quand même mieux quoi. Alors est-ce que ça a parfaitement marché? Non, non, ça n'a pas parfaitement marché. Et je vais enfoncer le clou trop pour certains parce que vous avez vu que je suis un petit peu pas que je suis pessimiste, c'est que je suis critique. Il y a 20 ans, je vous aurais dit non, c'est pas terrible. C'est bien, mais c'est pas terrible. En 2021, dans un master image en France, je vous dis, c'est pas terrible et c'est vraiment pas assez bien. D'accord? C'est vraiment pas assez bien. Là, aujourd'hui, on ferait ça dans un film, on nous dirait, non, là, désolé, on ne doit pas être né à la même époque. Toi, tu dois venir des années 90. Oui, je dirais à ce moment-là, oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis resté à là. Non, là, on va me dire, c'est pas assez bien. Donc, pourquoi c'est pas assez bien? Alors, c'est un autre problème, un peu comme celui d'Oren Nayar, c'est-à-dire que c'est un problème où on se dit bon bah oui, il faut retourner à nos crayons. C'est clair qu'on vient de se prendre une claque, c'est pas assez bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, vous vous souvenez, j'ai dit on a numérisé, hein, on a numérisé quelque chose ici là, et finalement avec notre modèle qui était, ça partait d'une bonne intention. Hein, on a fait un peu comme Oren Nayar et on est parti sur l'idée d'une centrale solaire, ce qui est pas mal. On s'est dit qu'on pouvait réduire ça à une collection plate de micro-miroirs et que finalement, notre surface de là-haut, hein, parce que la surface, c'était celle de là-haut, hein, telle qu'elle est sortie d'un microscope, en fait, on l'a résumée à ça. Et ce qu'on a fait, mine de rien, c'est que on a oublié la hauteur des micro-miroirs. Et puis, on a oublié la liaison entre les micro-miroirs. Vous êtes d'accord? On n'a pas pris en compte ça. Alors ça, c'est pas bien. Et c'est ça, en fait, qui cause le problème.
quand je vous dis on a oublié la hauteur, déjà là, on avait oublié la liaison. Là, voilà, là vraiment, on pourrait dire qu'on est tous d'accord qu'il y a une grosse différence entre ça et ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a oublié la liaison? On a oublié la liaison. Alors, intuitivement, qu'est-ce qu'on peut dire intuitivement là-dessus? On peut dire que là, il se pourrait très bien que les miroirs. Alors, on va y venir après. Hein, on va y venir après parce que ça ne se voit pas très bien ici. Déjà, intuitivement, on peut se dire que sur une surface qui est comme ça, la lumière, elle rebondit. Elle rebondit a fortiori si on a réduit les choses à quelque chose de parfaitement spéculaire. Il est évident que la lumière, elle rebondit sur des miroirs qui sont parfaits dans ces creux-là et qu'il se produit finalement un phénomène qui est complexe, qui change totalement le jeu. Totalement. Puisque des rayons de lumière qui devaient arriver à mon œil, finalement, n'y arrivent pas du tout. Inversement, des rayons de lumière qui, je pensais, n'arrivaient pas à mon œil, par le jeu de rebond, y arrivent. Donc, on voit tout de suite qu'il se peut intuitivement que ça soit ça qu'on ait négligé. D'accord? Donc, en fait, il faut qu'on prenne en compte, si on essaie de mettre des mots là-dessus, on n'a pas pris en compte vraiment le profil de la surface. Ça se réduit en fait à ça, le profil. Alors déjà là, vous m'entendez bien toujours ou pour être sûr hein, que c'est bon, vous m'entendez bien? D'accord. Alors, le profil, il est important. Donc maintenant, il faudrait essayer de prendre en compte le profil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend en compte la hauteur des micro-miroirs? Est-ce que ça chamboule tout? Comment ça se passe? Est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, je voudrais résumer. On a deux problèmes. Là, je résume. C'est-à-dire que je vais vous parler du dernier problème de profil et je vais vous parler aussi d'un autre problème qui est le fait que je vous ai parlé de milliards de micro-miroirs. Et c'est vrai. Hein. Je peux vous dire pourquoi. Parce que y a des matériaux, c'est vraiment ça. Hein. Sur un pixel, vous avez largement des micro-miroirs par milliard. Vous prenez une particule de neige, par exemple. Une particule de neige, c'est un flocon parfois, ou un groupe de flocons. Et la quantité de lumière qui génère un groupe de flocons, pourtant incroyablement petit, se voit. Vous le voyez au ski. Quand vous baladez en plein soleil, vous aimez voir cet effet de lumière. Et pourtant, la taille du flocon ou des flocons en question est incroyablement petite. D'accord? Et pourtant, elle contribue beaucoup sur l'éclairage. Donc, on a un premier problème qui est la quantité de miroirs qu'on pourrait examiner hein, explicitement avec notre empreinte de pixels dans un rectangle, dans un quadrilatère. Déjà, on ne sait pas, même si on arrive à énumérer ces miroirs, ce qui prendrait beaucoup de mémoire, on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à le faire en pratique. On ne fera jamais un film avec ça, on ne fera jamais un jeu vidéo avec ça. Il nous faudrait une définition qui nous permette de savoir exactement ce qui se passe dans un pixel et combien il y a de miroirs qui répondent à tel critère, etc. Alors ça, ce problème, on va l'adresser par une définition un peu plus statistique, mathématique de la surface. D'accord? Pour l'instant, vous ne pouvez pas voir de quoi je parle, mais en fait, on va faire tenir ça, ce bidule-là, qui correspond à un plastique, je ne sais pas moi, PLA. On va faire ça et on va mettre une formule magique dessus qui va nous permettre, en fait, à partir de cette formule magique, de générer ça. Le deuxième problème, c'est celui dont j'ai parlé ici. D'accord? Le deuxième problème, c'est le problème du fait qu'on n'a pas pris en compte le profil de la microsurface. Ce qu'on voudrait faire, on le sait très bien, c'est prendre en compte les micro-rebonds. D'accord? Ça s'appelle des micro-rebonds. Effectivement, si on faisait ça, on est à peu près sûr que on arrive à capturer exactement l'apparence d'une surface et on aura un rendu parfait, tel que le veulent les artistes. On sait très bien que ça va être très compliqué. D'accord? On sait très bien que ça va être très compliqué de faire ça. Intuitivement, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Alors, pour savoir intuitivement ce qu'on pourrait essayer de faire, je vais revenir à une diapo. Celle-ci. Celle-ci,
vu qu'on sait très bien qu'on aura du mal à modéliser, à calculer avec du code, hein, c'est le nerf de la guerre. On sait très bien qu'on aura beaucoup de mal à faire le calcul des rayons dans les micro-aspérités. On se dit que, en fait, ce qu'on pourrait commencer par faire, c'est on pourrait essayer de voir déjà si la lumière elle est bloquée de manière triviale. Vous voyez, si on considère qu'il y a un ensemble de petites collines ici, eh bien, ces petites collines, parfois, la lumière, elle tombe sur le haut d'une colline plutôt que sur un creux. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de prendre en compte un espèce de phénomène comme ça? Ce phénomène comme ça, dans la littérature, c'est le phénomène qui est ici. Hein. Là, j'ai ma caméra, ici, là où j'ai mon curseur. Je vois la surface comme ça. Là, ma lumière, par exemple, elle vient d'ici. Et en fait, il y a de la lumière qui se passe là-dedans, là, qui rebondit là-dedans. Moi, je vois les choses dans cette direction-là. Et en fait, j'aimerais me dire que, en fait, il y a un espèce de petit trou noir ici et je ne vois pas du tout de lumière. Alors, soyons clairs, ce modèle est faux. Le modèle de masquage et d'ombrage, c'est un modèle qui est faux, qui n'existe pas dans la vraie vie. Mais simplement, il améliore la situation. D'accord? Et je vais vous montrer comment il améliore la situation et pourquoi. On va y revenir, on va débattre de ça, on va détailler ça. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la diapo suivante, au PowerPoint suivant. Attendez juste une seconde. Alors, on va commencer par ça. Après, on va traiter ça. Après, on va se poser la question après, comment faire cette histoire de micro-rebond et comment donner vraiment une apparence, une apparence qui est bonne, quoi. Alors, c'est bien de commencer par là. On pourrait commencer par le bas, mais on peut aussi commencer par le haut. Donc voilà. Donc, quand vous avez un niveau de zoom qui est très bas, là, je suis à un niveau de zoom qui est très bas. On est d'accord qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de micro-aspérités sur la surface. Donc, il est évident que si vous avez déclaré la géométrie de manière explicite, ça va faire des téraoctets de mémoire et c'est absolument insupportable. Vous n'avez aucune chance de faire un jeu vidéo et un film avec ça. Donc, il est totalement impensable de regarder une empreinte de pixels et d'essayer de voir toutes les choses qui se passent à l'intérieur, par exemple sur une texture. Ça serait totalement indécent de faire une texture extrêmement répétée, parce que vous pourriez le faire. Vous pourriez avoir une texture, hein, les coordonnées sont flottantes sur une texture, ce qui vous permet de faire une répétition qui est incroyablement élevée, mais il serait incroyable de regarder tous les pixels sur cette texture, puisque ça serait tout simplement trop de travail. À ce problème qui est épineux, qui n'est même pas un problème de performance, à ce stade, ce n'est pas un problème de performance, c'est un monde qui s'écroule. À ce stade, ce que vous voulez faire, c'est fournir une représentation du matériau, si vous préférez d'une texture, hein, une texture parce que c'est le long de la surface. Alors évidemment, ce n'est pas une texture, c'est une micro-texture, si j'ose dire. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une définition qui soit judicieuse pour pouvoir faire notre éclairage? Alors là, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des choses importantes à comprendre. Alors là, c'est pareil, on voit plein d'étudiants qui ne comprennent rien après un semestre. Alors, désolé d'insister là-dessus, hein, ça ne va pas être votre cas forcément. C'est des cas isolés. Je vais vous expliquer certaines choses qu'on voit après. Vous allez comprendre où sont les erreurs et pourquoi c'est un peu triste. Alors,
Alors ça, c'est un truc en plus que je ne vois nulle part, ça. Donc j'ai fait un cours de cette manière parce que pour moi, il me semble que c'est vraiment l'approche la plus intuitive. En fait, quand vous regardez les surfaces des matériaux dans la vie de tous les jours, les choses se découpent en deux. Vous avez des matériaux qui sont macroscopiques, d'accord? C'est-à-dire des matériaux macroscopiques, c'est-à-dire un tableau. Un tableau, c'est pas le même en bas à gauche et en haut à droite. Je veux dire, c'est quelque chose, je sais pas, c'est quelque chose, voilà, qui varie sur, par exemple, 1 mètre. Inversement, du plastique, ça a un motif qui est extrêmement régulier. Et ce motif, il a une nature microscopique. Vous êtes d'accord? Il y a autre chose qu'on peut dire qui est critique par rapport au tableau. Et c'est là que ça devient intéressant. Et non seulement ça devient intéressant, mais ça se retrouve après dans les maths et dans tout le reste. Le plastique, si vous voyez 10 cm de plastique ou 1 mètre de plastique, ou même 100 mètres de plastique, si vous reculez suffisamment loin, ça a toujours la même apparence. Il faudrait vraiment que vous zoomiez comme des dingues pour voir les micro-aspérités du plastique, chose que vous n'allez jamais faire. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Statistique est un mot pour certains qui est grossier, puisque ça évoque des maths. Comme beaucoup, y compris en informatique graphique, vous avez fait l'impasse sur les maths, puisque c'est l'un des enjeux nationaux pour nous en images, c'est de changer durablement les choses maintenant et de vous faire comprendre que finalement, sans les maths, rien ne se passe. Là, on a quelque chose de statistique, puisque quelle que soit la quantité de matière qu'on va voir, le même phénomène se produit. Donc, c'est une affaire de fréquence par quantité de matière. Et donc, c'est une affaire de statistique. Donc, il doit être possible d'exprimer cette chose-là sous forme statistique. Donc, si je vois 0,01 mètre carré de matière et si je vois un millier de mètres carrés de matière, c'est la même chose et le même comportement. Donc, on peut dire qu'il y a un matériau qui est quasiment fractal, quoi. C'est-à-dire que son apparence à fort et à faible niveau de zoom est la même. Alors, vous vous souvenez, alors là, c'est important, hein, vous vous souvenez, euh, là, je vous avais dit que vous avez soit de la géométrie explicite, soit une texture géante, alors vraiment géante, hein, avec des milliards de texels à l'intérieur, ou alors des milliards de tout ce que vous voulez, hein, peu importe. Des milliards de tout ce que vous voulez, mais explicite. Et vous pouvez très bien calculer l'éclairage en isolant ces milliards de triangles, en faisant une grosse boucle dans votre parallélogramme, qui constitue l'empreinte de pixels, et ensuite faisant la moyenne de l'éclairage de chaque microfacette, en utilisant une BRDF parfaitement spéculaire, hein, la somme des micromiroirs. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors attention, les choses sérieuses commencent. Je vais revenir ici. Vous vous souvenez, on a parlé d'un... Alors là, surtout, si vous ne comprenez pas, c'est le moment de me poser des questions, d'accord? Dans tout le semestre, c'est maintenant que ça se passe. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, ne faites pas l'impasse dessus. Posez-moi des questions. Sinon, ça ira très loin. Si jamais vous faites l'impasse ou si vous remettez au lendemain ça ira très très loin. D'accord? Donc, souvenez-vous, la centrale solaire. Quand on regardait la centrale solaire, on a une collection de micro-miroirs. Qu'est-ce que c'est un miroir? C'est une surface parfaitement spéculaire. Donc, si ma source de lumière, c'est un rayon laser, et mon œil, finalement, vu que c'est une direction unitaire oméga O, donc là, j'ai un rayon laser et là, j'ai une direction unitaire depuis laquelle je vois un miroir, vous êtes d'accord que un miroir, c'est une situation de ou tout ou rien. Soit je vois le laser, soit je vois rien.
Vous êtes d'accord? Donc finalement, c'est la beauté du parfaitement spéculaire. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Soit le miroir, il est parfaitement orienté à mi-chemin, il est à mi-direction entre moi et le laser, auquel cas, le laser, je reçois le miroir, je reçois le laser dans mon œil et ça me grille l'œil. Soit j'incline un tout petit peu mon miroir différemment et à ce moment-là, je ne vois rien. Vous êtes d'accord? Donc, cette binarité parfaitement logique, hein, puisque c'est le comportement d'un miroir. C'est le comportement d'un miroir, mais sur une surface qui est composée de milliards de miroirs, évidemment, qu'est-ce qui va faire la subtilité de la surface? Ça va être le nombre de miroirs que je vais voir. Ça ne va pas être si un miroir renvoie plus ou moins de lumière. Un miroir ne renvoie pas plus ou moins de lumière dans une direction. Un miroir renvoie la lumière si son orientation est inclinée exactement à mi-chemin entre la direction du miroir et mon œil. Par contre, si je vois beaucoup de miroirs sur une surface, ça peut se produire. Et à ce moment-là, je vais voir une certaine couleur. D'accord? C'est ce que je vous ai montré sur la centrale solaire. Si vous revenez à la centrale solaire, vous voyez, il y a beaucoup de blanc à un endroit, c'est ce qui se passe. D'accord? Et si je fais l'éclairage de tous mes pixels, je vais obtenir plein de pixels avec des gris différents, puisqu'il y aura un certain nombre de miroirs dans chaque pixel qui renvoient la lumière ou pas. Mais individuellement parlant, chaque miroir va renvoyer exactement la quantité de lumière qu'il reçoit. Donc, ça va être un problème 1 ou 0. Vous êtes d'accord? Donc, tout ça, c'est une affaire de quantité de miroirs que je vais avoir dans ma surface. Donc, finalement, je vais revenir sur la diapo précédente, je cherche à savoir, pour éclairer mon pixel, quelle est la quantité de micro-miroirs, si ça c'est une centrale solaire, quelle est la quantité de micro-miroirs qui est parfaitement bien placée entre ma source lumineuse qui serait un laser et mon œil. Tous les autres miroirs ne contribuent pas à la lumière. Donc, je cherche juste à savoir je cherche juste à avoir une affaire, un nombre de miroirs. C'est juste une affaire de nombre de miroirs. Là, on voit intuitivement que la définition de la surface sous forme parfaitement spéculaire est sympa, puisque je n'ai pas de subtilité à l'intérieur même d'un miroir. Ce n'est pas un flottant, c'est 1 ou 0. Donc, c'est juste le nombre de miroirs. Donc là, quand vous avez fait, je reviens sur la diapo précédente, quand vous avez fait l'éclairage, là, qu'est-ce que vous avez fait? Alors là, encore une fois, écoutez-moi bien parce que tout part de là. Quand vous avez fait l'éclairage avec les milliards de texels qui représentaient des miroirs avec une inclinaison différente, hein, c'est-à-dire une texture qui représenterait des normales, c'est ça que vous aviez avant, des textures qui représentaient des normales. Vous avez regardé chaque texel qui était un micro-miroir, vous avez regardé sa normale, et vous avez regardé si la normale, elle était exactement à mi-chemin entre la normale, le vecteur de la caméra et le vecteur de la lumière. Hein? Je vais en remettre une couche, parce que je veux vraiment que vous compreniez ça. C'est tellement critique. Je vais recharger la présentation qui était là. Je recharge ça, hein, ce qui vous paraît peut-être aberrant, hein, mais c'est tellement important qu'il faut le voir. Hein. Je vous rappelle qu'un miroir, c'est ça. Hein. C'est si là, j'ai un micro-miroir qui est parfaitement plat ici et que je suis là et que effectivement ma source de lumière est là, ce qu'on peut dire, c'est que vu que l'orientation de ce micro-miroir est pile entre l'orientation de ma caméra et de mon vecteur lumière, à ce moment-là, oui, effectivement, ça reflète la lumière. Mais j'aurais pu prendre, vous auriez pu me dire, et si la lumière, elle est là? Si la lumière est là, et si la caméra est toujours là, mais si la lumière est là? Ben, si la lumière est là, je ne verrai cette lumière que si j'ai un micro-miroir dont la direction part par là. On est d'accord? Il faut que ce soit un micro-miroir où
la direction de ce micro-miroir est exactement à mi-chemin entre les directions du vecteur lumière et du vecteur caméra. D'accord? Maintenant, je reviens encore à l'autre présentation. Moi, je dis que la surface, c'est le trait rouge qui est là. D'accord? On fait un zoom là-dessus. Le trait rouge qui est là, c'est la surface. Le noir, c'est ce qu'on appelle la normale globale. C'est-à-dire, c'est la normale que vous avez calculée quand vous avez fait l'intersection avec votre objet. Ça s'appelle la normale géométrique. D'accord? Dans l'état de l'art, elle est toujours appelée oméga G. D'accord? Oméga G, c'est la normale géométrique. Macroscopique. D'accord? Macroscopique, gros. La microscopie, évidemment, ne relève pas de la géométrie. Sauf si vous avez des ordinateurs avec des terabytes et des terabytes et des terabytes de mémoire. Donc, ici, là, on peut dire que la microsurface, c'est ça. Et donc, on a toujours une direction oméga O, la caméra, et une direction oméga I. Donc, pour résumer, hein, puisqu'il y en a qui s'en mêlent les pinceaux parfois, ils se disent, tiens, là, c'est pas au milieu, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il a fait une erreur. Non. Là, c'est la normale géométrique, oméga G, et il se peut très bien que ma lumière soit là. Ma lumière, elle est là. Ma caméra, elle est là. Si je reçois de la lumière, ça veut forcément dire qu'il y a un ou plusieurs micro-miroirs là-dedans, là, dont la normale est orientée, non pas là. Ça ne marcherait pas là. Ça serait à peu près ici. D'accord? Puisque ici, cette direction serait à mi-chemin entre oméga O et oméga I. Hein, tout le monde a joué avec un miroir. Tout le monde a joué avec l'inclinaison d'un miroir pour, je sais pas, pour énerver des gens ou je ne sais quoi. Je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, regardons la situation. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes bienvenus. Il n'y a pas de questions stupides, même si c'est quelque chose que j'ai dit 10 fois avant, je suis prêt à répéter encore 10 fois. La normale géométrique, c'est l'intersection que tu as calculée. C'est là. Lorsque tu as calculé l'intersection entre ton objet et le rayon au début, tu as calculé la normale avec la géométrie que tu avais dans les mains. Donc, tu l'as faite par exemple avec un maillage. Et donc, tu as obtenu ce qu'on appelle la normale géométrique. La normale géométrique, vu que tu as des objets qui sont souvent courbes, c'est une normale qui est locale au point d'intersection et qui permet en fait, mine de rien, de réduire localement la définition de l'objet à un plan. Parce que je vous rappelle qu'un plan est défini avec un point et un vecteur normal. Voilà, exactement, Diane. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la normale à mi-chemin. Et vous allez voir, elle a un petit nom. Et bonne nouvelle, vous trouverez toujours ce petit nom dans l'état de l'art, ce qui est très pratique. Donc, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. On cherche à faire l'éclairage. On a considéré que tout était spéculaire. Donc, si j'ai une direction incidente oméga i là, de la lumière, qui est là, mais elle aurait pu être là, ou n'importe où, hein, même derrière là. Il faut savoir qu'il y a des surfaces qui reflètent la lumière pratiquement de derrière. Hein. Ça existe. C'est des matériaux qui sont extrêmement beaux. Des pierres précieuses, des trucs comme ça. Non, ce n'est pas la loi de Lambert. Ah non, ce n'est pas la loi de Lambert.
Non, non, non. Ou alors j'ai mal compris, mais ce n'est pas la loi de Lambert. J'ai mal compris ta question peut-être. Qu'est-ce qu'est la loi de Lambert? Non. Alors, c'est une BRDF parfaitement spéculaire. Le fait que ça réfléchisse, c'est une surface parfaitement spéculaire. Quand ça réfléchit exactement sur le symétrique par rapport à la normale, enfin, oui, c'est ça, c'est une lumière parfaitement spéculaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que si la lumière, elle vient d'oméga i, et si elle va vers oméga o, on sait qu'elle va vers oméga o, puisqu'on cherche à faire l'éclairage depuis oméga o. Pourquoi on a choisi oméga i? Parce qu'il y a une lumière là-bas. On se dit, est-ce que on voit de la lumière depuis oméga i? Parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce que depuis oméga i, je vois de la lumière? Eh bien, je vois de la lumière si j'ai des trucs là-dedans, là, qui sont orientés exactement à mi-chemin entre oméga o et oméga i. Et d'ailleurs, maintenant, on va y aller. Attendez, je regarde juste un truc. Voilà. Imaginons que ma lumière soit, allez, au niveau du N. Vous voyez le N là? Imaginons que j'ai un trait là et que ma lumière, elle soit là. D'accord? Elle arrive sur la surface comme ça, forcément. Imaginons que ma caméra soit au niveau du Y. Je vois les choses depuis le Y. Ça veut donc dire que je cherche le nombre de miroirs. Là, il y a des petits miroirs le long de cette surface rouge, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on a des miroirs. Je cherche le nombre de miroirs qui sont orientés exactement à mi-chemin entre ma caméra qui serait ici et la lumière qui serait ici. Je cherche le nombre de miroirs. D'accord? Alors, vu que on a des surfaces continues dans la vraie vie, et vu que on n'est pas des nuls et que quand même en mathématiques, on sait traiter les surfaces continues, voire même que les mathématiques, c'est pas fait pour les chiens, on se dit que on aimerait bien traiter le problème de manière continue. Et donc, traiter le problème de manière continue, ça revient à déterminer la quantité d'air le long du rouge qui réfléchit la lumière. Hein? Là, vous pouvez imaginer des milliers de petits micro-miroirs, des milliers de petits bouts bleus, mais on pourrait aussi traiter le problème de manière continue. D'accord? Alors là, vous allez me dire, là, c'est 2 points. De manière continue, c'est 2 points. Oui, c'est 2 points. Là, ça serait 2 points. Parce que, vous voyez, vu que c'est continu et vu que là, je suis courbe, là, c'est pas plat, là. Ben forcément, pour faire passer la lumière du N au Y, eh ben, c'est 1 point seulement. Mais regardons un peu plus avant comment ça se passe. Donc, comment on peut faire pour s'en sortir? Parce que pour l'instant, si vous réfléchissez bien, j'ai pas dit des choses très intéressantes par rapport à tout à l'heure. J'ai pas dit comment on allait faire. Pour l'instant, on n'est pas plus avancé. Je vous ai dit qu'on pouvait le traiter de manière continue, mais j'ai pas dit comment faire. Ce qu'on peut faire, c'est définir la surface avec une formule, une courbe qui est continue. D'accord? Et si on définit cette surface-là là, avec une courbe, on aura peut-être un moyen de savoir. Alors, là, pour faire l'éclairage,
on a dit, ma lumière, elle est ce qu'elle est fixée, elle est là. Ma caméra, elle est ce qu'elle est fixée, elle est là. Ma requête vis-à-vis de la surface, c'est je veux savoir combien il y a de facettes qui ont une orientation oméga h. Je veux connaître l'aire de la courbe, là, sur le rouge, là, qui est bien orientée. Ma requête de départ, c'est ça. Pour ça, on peut calculer des distributions. D'accord? Alors, pour vous, le concept de distribution est peut-être assez flou. Déjà, et pour ceux qui font un projet avec moi, vous avez dû voir que c'est un terme qui revient souvent. Donc là, vous le voyez en rendu pour l'éclairage. Et vous l'avez vu avec moi en IA, pour certains. Donc déjà, vous voyez, ça veut dire que les maths arrivent toujours à un grand pas. Hein. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Hein. Alors, parlons ensemble de la distribution, puisque j'aimerais bien que ça soit bien compris. Et à mon avis, on va devoir… je vais devoir me répéter plusieurs fois. En tout cas, voilà, je n'hésiterai pas à le faire hein, pour que tout le monde comprenne. Donc ça aussi, c'est critique hein, pour vous. Il y a plusieurs façons de regarder la distribution. On va essayer de traiter le problème intuitivement. Qu'est-ce que c'est qu'une distribution? Indépendamment de cette diapo, qu'est-ce que c'est qu'une distribution? Une distribution, c'est je voudrais avoir la quantité de trucs, sachant que j'ai une courbe, d'accord? La quantité de trucs, la fréquence d'un événement, je voudrais avoir la fréquence d'un événement ou la fréquence de quelque chose dans la vraie vie, sachant que j'ai une courbe qui me donne la fréquence de cet événement par rapport à une variable. Là, cette variable, ça va être l'orientation. La distribution, d'accord? Je vais réduire la définition de ma surface à une distribution et cette distribution, ça va me donner, ça va être une courbe qui va me donner la quantité de normal, d'accord, le long d'une surface. D'accord? C'est une courbe qui va me dire, quand je vais faire ma requête, je vais dire, bon, j'aimerais savoir combien il y a de bleu sur ce bout de surface. Mathématiquement, ça donne, j'aimerais connaître la quantité de oméga quand c'est égal à oméga h. J'aimerais connaître la quantité de trucs quand je regarde 1 mètre carré de surface. D'accord? Quand je regarde 1 mètre carré de surface, j'aimerais avoir la quantité de oméga h là, sachant que oméga h, c'est une valeur que je donne immédiate. Elle est calculée. Ce n'est pas une variable. C'est une variable à laquelle je donne une valeur. D'accord? C'est une distribution. D'accord? C'est une distribution. Par exemple, je pourrais vous dire, attendez, que je ne dise pas de bêtises. J'aimerais connaître la quantité de particules de métal dans la peinture tungstène. Le fabricant de la peinture, il va me dire ah oui, moi je vais te dire, cette quantité, c'est 0,99. Bah, il va me dire oui, c'est 0,99 parce que. Alors, il va me dire depuis quelle direction tu veux regarder ma peinture. Alors, je vais lui dire j'aimerais avoir une orientation de micro-miroir de tel angle. Il va me dire ouais, alors quand tu regardes la peinture avec tel angle, parce que finalement, ça se réduit à l'angle avec lequel je regarde la peinture. Hein, c'est une affaire d'angle. Alors, certes, c'est une affaire d'angle des micro-miroirs de la peinture, mais c'est une affaire d'angle. Il va me dire, quand tu regardes la peinture avec tel angle, oui, il y a 99% de micro-miroirs parce qu'il se trouve que dans cette situation, tu vois presque toutes les particules de métal dans la peinture tungstène. D'accord? Inversement, dans d'autres situations, tu vois que très peu de micro-miroirs. Et c'est exactement ce que vous avez dans la vraie vie, ça. C'est-à-dire que quand vous prenez une pierre précieuse, qui est un matériau qui est assez complexe,
eh bien, vous avez une quantité variable de micro-miroirs qui apparaît suivant l'angle. Alors, l'angle, votre angle, d'accord, votre angle de vue et l'angle de la lumière, d'accord. Mais vous savez très bien que l'angle de vue et l'angle de la lumière, pour le matériau, ça se résume à un angle. Et cet angle, c'est oméga h. D'accord? Puisque ce qu'on cherche, c'est toujours l'angle, une direction donnée. D'accord? Avec cette direction oméga h, vous faites l'éclairage. D'accord? Vous êtes en direction oméga O. La lumière que vous considérez à un instant T, c'est la direction oméga I. À partir de là, vous vous fabriquez une direction oméga h et après, vous interrogez la surface et vous lui dites « Je voudrais savoir, toi, surface, combien tu as de quantité de micro-miroirs qui répondent à cette direction oméga h. » Pour faire ça, vous évaluez une fonction de distribution. D'accord? Alors, vous allez me dire « Ah oui, mais cette fonction de distribution, c'est quoi? On me la donne? Il y a une formule magique? » Oui, il y a une formule magique. D'accord? Donc, c'est une fonction qui va vous renvoyer la quantité sur 1 mètre carré, la quantité de mètres carrés où il y a ça. Donc, si ça, c'est 1 mètre carré, s'il y a très peu de micro-miroirs, là, imaginez, ça sera 0,1 par exemple, 0,01. D'accord? Inversement, si la surface elle est très plate, tout de suite, vous allez avoir une valeur qui va s'approcher beaucoup plus de 1. D'accord? C'est ça qui va se passer. Donc, ça, c'est votre matériau va être réduit à une distribution de normale. Une distribution de normale. Finalement, c'est ça. Ça se réduit à une distribution de normale. Alors oui, effectivement, la fonction, elle n'est pas belle. L'une des fonctions qui est la plus connue pour les distributions normales, c'est la fonction de Beckmann. En fait, c'est une gaussienne. Alors, pourquoi c'est une gaussienne? Vous voyez, une gaussienne, c'est une courbe qui a la forme exponentielle quelque chose. Alors, inutile de rentrer dans les détails. Vous avez une courbe qui a une forme de cloche. Alors, pourquoi cette fonction usuelle qui sert de distribution? Attention, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours cette fonction. Hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle fonction. Hein. Vous ne voyez pas le schéma, comment ça? Il y a un problème? Alors, attendez, je vais revenir et je vais aller là. OK. N'hésitez pas hein, à me dire, OK, il y a peut-être un petit bug de. Peut-être un petit bug là de. D'accord. Bon, écoutez, j'ai la fibre optique, mais peut-être que ça marche mal. Hein. Bref, des fonctions de distribution, c'est des fonctions qui vous donnent la quantité de micro-miroirs, en fait, la quantité de normale, que là, il s'agit de distribution normale, dans une direction donnée. Et avec ça, vous faites ce que vous voulez, vous faites l'éclairage. Alors, pourquoi c'est une gaussienne, souvent on comprend? Là, pourquoi? Pour faire beau? Non. Pourquoi c'est une gaussienne? Parce que les gaussiennes, ça s'intègre sur 1. Ça veut dire que la somme de toutes les distributions, la somme de toutes les valeurs de toute la distribution, ça fait 1. Et heureusement que ça fait 1, parce que vous êtes d'accord que si je fais la somme de tous les micro-miroirs, à la fin, mon R doit être de 1. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais ça ne fait pas 1. C'est pas grave, vous avez compris l'idée. Ça doit sommer. Hein, si je fais la somme de tous les micro-miroirs dans la microsurface, la somme, elle doit pas être, elle doit être bornée, la somme. Elle doit être égale à l'air. D'accord? Et en l'occurrence, une gaussienne, c'est ça. Une gaussienne, c'est pour ça que vous entendez souvent parler de gaussienne. Enfin, c'est l'une des nombreuses raisons. Les gaussiennes, E puissance une formule, là, avec écart type et moyenne, c'est une courbe qui s'intègre sur 1. L'intégrale de la courbe, l'air sous la courbe, là, l'air en noir, là, à l'intérieur, ça fait 1. Et donc, cette gaussienne, si vous vous donnez les moyens de faire tout ce qu'on a dit auparavant et d'évaluer la quantité de lumière avec cette courbe-là, parce que là, je vous ai dit comment faire. Hein. Là, j'ai rien oublié. Hein. J'ai beau chercher, j'ai rien oublié. Hein. Alors, là, je vous dis D est dépendant de H, N et M. En fait,
je vous ai dit, D, vous avez juste à lui donner un oméga. D'accord? Vous avez oméga I, vous avez oméga O. Vous faites le vecteur entre les deux qui est oméga H. Vous oubliez E, là, on s'en fout d'eux. Et vous calculez D de oméga H. Et de là, vous avez votre éclairage. Jusque-là, vous savez tout faire. Hein. Vous avez votre éclairage. Et votre éclairage, il va faire ça. Donc, c'est très rassurant. Il va faire ça en fonction de la tête de la gaussienne que vous donnez là. La gaussienne, vous pouvez ajuster sa tête avec la moyenne qui est généralement de 0, hein, qui correspond à un maximum de lumière quand eh ben, vous êtes exactement au bon endroit entre la lumière et la caméra, quand la direction est pile poil au bon endroit. Encore heureux d'ailleurs, encore heureux que ça soit ça. Et en fait, vous avez ça s'étale en fait sur les côtés parce que ce faisant, en fait, vous simulez beaucoup de matériaux où justement vous faites des choses qui sont dépolies, d'accord? Donc du plastique dépoli, du métal dépoli, du miroir dépoli, des choses comme ça. Et avec ça, vous couvrez énormément de matériaux, de la peinture, du plastique, du carton, du métal. Du verre dépoli. Hein, on verra que le verre, en fait, c'est pareil, sauf qu'il y a un truc à l'intérieur. Donc, toutes ces choses-là. Alors, il y a d'autres distributions, notamment GGX, qui sont d'autres courbes. Moi, j'utilise toujours Beckman. Voilà. Et donc, voilà, vous pouvez ajuster, oubliez H, N et M, et vous pouvez uniquement raisonner avec oméga H. Vous passez une direction. Donc, on peut dire que c'est une fonction de R3. R3, c'est le vecteur hein, là, qui est là. R3 dans R. Souvent, cette fonction de R3 dans R, hein, puisque c'est n'importe quel normal, vous êtes d'accord hein, oméga, là, ça peut être n'importe quel normal. Souvent, vous verrez que ça se réduit à une fonction de R dans R, Dieu merci, qui est une simple courbe comme ça, du coup, parce qu'une fonction de R3 dans R, ça serait assez infâme. Hein, j'aurais dû dessiner un truc assez grossier, là, en 3D. Mais ça se réduit souvent à une fonction de R dans R. Pourquoi? Parce que, en fait, la plupart des surfaces, le oméga, c'est toujours symétrique par rapport à la normale géométrique. C'est-à-dire que on voit toujours de la même manière du plastique lorsqu'on fait tourner. Imaginez, je prends un bout de plastique devant moi sur une petite plaque en plastique. C'est toujours le même plastique que je vois quand je fais tourner le plastique devant moi ou quand je tourne autour du plastique. Donc finalement, ça ne se résume qu'à l'angle θ. Vous savez, je vous avais parlé d'un angle θ qui est l'angle que fait un rayon oméga I ou oméga O par rapport à la normale géométrique. Eh bien, cet angle θ, pour tous les matériaux symétriques, en d'autres termes, la plupart des matériaux de la vraie vie, eh bien, en fait, voilà, ça se résume à un angle θ. Et donc, ça donne une courbe comme ça. Et finalement, là, non seulement vous avez une direction oméga, mais vous avez juste un θ. Donc voilà, donc là, on a quelque chose qui commence à tenir la route. D'accord? Alors, on a quelque chose qui commence à tenir la route, et donc on est capable de réduire notre surface à une représentation statistique. C'est-à-dire qu'on a fait un bond géant en avant, on n'a plus besoin de voir des milliards de triangles, on n'a plus besoin de regarder l'empreinte de pixels, on n'a plus besoin de savoir quels sont les micro-miroirs qui viennent soit de la microgéométrie, soit d'une micro-texture, qui pourraient tomber dans notre enceinte, dans notre empreinte de pixels. On sait que tout est défini avec une courbe de distribution. Et rappelez-vous, on sait que cette distribution identifie 1 mètre carré de matière, 100 mètres carrés de matière, 1000 mètres carrés de matière. Et donc, ça marchera toujours quelle que soit l'empreinte de pixels. Donc, pour conceptualiser les choses, l'éclairage en un point sur une surface n'existe toujours pas. Mais on a réduit une surface à une définition statistique où le comportement de la lumière est le même qu'on ait une zone de 1 mètre carré ou de 1000 mètres carrés. D'accord? Donc, je ne voudrais jamais voir dans un devoir, on peut calculer l'éclairage en un point. Non, vous ne calculez jamais l'éclairage en un point.
Dans votre code, vous n'allez pas faire les rayons différentiels, vous n'allez pas calculer le parallélépipède sur la surface, vous n'allez pas calculer ces vecteurs qui sont dégueulasses, dx et dy, pour faire le parallélépipède. Mais par contre, vous allez faire l'éclairage juste avec un seul rayon et avec une distribution, parce que vous savez que cette distribution, elle marche quel que soit l'air sur la surface. Malgré tout, ça serait un abus de langage de dire que l'éclairage se fait en un point. On est bien d'accord? Voilà. Mais on a parfois des étudiants qui, alors souvent, à l'examen, c'est des personnes qui n'ont pas suivi les cours, ce qui n'est pas votre cas. Mais on a des étudiants qui disent on calcule l'éclairage en un point et que, en fait, l'univers des microfacettes et l'univers de l'éclairage est un monde obscur où il y a le monde compliqué et le monde simple. Et nous, on fait le modèle simple. Alors parfois, on a des horreurs avec le modèle de Phong, etc., où tout l'éclairage se fait en un point. Non, l'éclairage, ça n'existe pas en un point. La définition des distributions nous permet de ramener la chose, quel que soit l'air, et donc on n'a pas besoin de se faire suer à faire des différentiels de rayons, et le reste pour des surfaces statistiques. Maintenant, si vous regardez les moteurs PBRT, Mitsuba et les autres, vous allez avoir le différentiel de rayons. Pourquoi? Parce que vous avez des modèles de surface qui ne sont pas statistiques. Vous avez des modèles de surface qui sont plus compliqués. Et d'ailleurs, je vous signale, quand vous donnez une texture à PBRT avec des couleurs différentes, PBRT, il calcule l'intégrale, il calcule la moyenne dans l'empreinte de pixels, d'accord? Et il utilise l'empreinte de pixels avec dx, dy et toute l'horreur du différentiel de rayon. Et vous voyez le résultat, c'est beau. D'accord? Donc, c'est juste pour bien résumer les choses. Là, on a gracieusement réduit les choses à un rayon, mais en fait, c'est qu'une apparence. Donc, maintenant, on va corser le problème. On va attendre les questions. Exact. Absolument. La position des micro-miroirs importe peu. Voilà. C'est exactement ça. Les micro-miroirs importent peu. Et je vous signale qu'on a fait une impasse dans l'éclairage qu'on avait dit au début, et qui est possible parce qu'on voit les surfaces de tellement loin et les pixels sont tellement petits. Ah ouais, alors attends. Là, voilà. Là, je ne sais pas si tu vois. Donc, on voit les surfaces de… Alors, ce que je dis là, ce n'est pas lié à cette diapo, mais on voit les surfaces de tellement loin que on suppose les directions oméga i et oméga o constantes. Elles ne varient pas sur l'empreinte de pixels. Donc, si je reprends ça là, ici là, la direction oméga o et oméga i, on considère qu'elles sont constantes sur toute la surface du pixel. Alors que si on chipotait, oméga o là, ça serait un éventail en fait de directions. Même chose pour oméga i. On considère que ce n'est pas le cas. On considère que oméga o et oméga i sont constants parce qu'on est très très loin de la surface. Donc voilà, donc là, je vous ai expliqué la distribution. Alors, là, on a résolu le premier problème qui était le problème de, je dirais, problème de performance. Mais ce problème de performance, bon, vous voyez qu'à ce stade, ce n'est pas un problème de performance. Ce n'est pas un problème pour optimiser 2 lignes de code. C'est un problème de performance majeur où on a remis en cause toute la définition de notre matériau. C'est des papiers SIGGRAPH énormes, voilà, c'est du formalisme. Donc maintenant, je voudrais adresser le deuxième problème avec vous. Maintenant, ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va faire une petite pause. Si vous avez des questions pendant la pause, si vous vous posez des questions, vous pouvez toujours les préparer pour après. Et voilà, après la pause, on va aborder le problème du profil. Et vous allez voir, je vais arriver avec des photos d'écran. Et vous allez voir que on n'est pas encore dans un monde parfait et il va falloir qu'on rentre un peu plus dans la technique encore. Donc voilà, je vous propose une pause de 1/4 d'heure.
On se voit à 11h35, 11h40. Voilà, à tout de suite.